Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons vous proposer un petit intermède musical dans quelques instants avec les artistes en résidence à l'Académie de l'Opéra National de Paris qui a été créée par Myriam Mazouzi en 2015. Parmi ses engagements, l'Académie tient à redonner une visibilité au travail des compositrices et des compositeurs qui ont été discriminés par l'histoire. L'Opéra National de Paris est la première institution culturelle publique à nommer une référente diversité. Myriam Mazouzi a accepté ce rôle et travaille à donner la visibilité qui leur revient aux artistes d'origine extra-européenne dans la programmation artistique de l'Académie. Vous allez entendre un quatuor en 2 mouvements de Joseph Bologne de Saint-Georges, plus connu sous le nom de Chevalier de Saint-Georges. Qui était-il ? Joseph Bologne de Saint-Georges naît à Basse-Terre en 1746 d'un père, propriétaire terrien, Georges Bologne, et d'une mère esclave, Anne Nanon. Né esclave, il est affranchi en 1748 lorsqu'il arrive avec ses parents biologiques à Bordeaux, puisque le Code noir ne s'applique pas en hexagone à cette époque-là. Reconnu comme enfant légitime, le jeune Joseph reçoit la meilleure éducation possible dans tous les domaines. Après l'achat d'un titre de noblesse qui lui confère le titre de chevalier, Joseph devient commandeur ordinaire des guerres par légitimation du roi à 17 ans. Il connaît alors une grande carrière militaire. C'est toutefois à la musique que le chevalier de Saint-Georges doit sa renommée de son vivant. Violoniste invité des plus beaux salons de l'aristocratie, on le dit maître de musique de la reine Marie-Antoinette. À 27 ans, il devient l'un des plus grands chefs de Paris, chef d'orchestre de Paris, et décide de se consacrer à la composition. On lui doit un certain nombre d'opéras, comme L'Amant anonyme, et aussi de nombreuses pièces de musique de chambre, comme le quatuor que vous allez écouter, ou encore sa sonate numéro 2 pour violon et piano, qui a inspiré le thème principal de la Petite musique de nuit de Mozart. À l'âge de 30 ans, il candidate avec le soutien de Marie-Antoinette à la direction de l'Académie royale de musique qui deviendra quelques années plus tard l'Opéra national de Paris. Son talent, sa notoriété et ses soutiens ne sont pas suffisants pour contrer l'offensive raciste de 3 artistes de la troupe de l'opéra, Sophia Arnoux, Rosalie Levasseur et Marie-Madeleine Guimard, qui s'adressent directement à la reine en ces termes, je cite, « L'honneur et la délicatesse de notre conscience ne nous permettront jamais d'être soumises aux ordres d'un mulâtre. » Écarté de ce poste pour sa couleur de peau, le chevalier de Saint-Georges ne met pas fin à sa carrière pour autant. Il soutient la Révolution française, bien qu'emprisonné 1 an pendant la Terreur pour suspicion de royalisme. Homme d'engagement, il joue un rôle important dans la lutte contre l'esclavage. À la tête du 13e régiment des chasseurs à cheval, troupe de soldats noirs qu'il dirige pendant la Révolution, il co-signe avec le père d'Alexandre Dumas une adresse à la Convention nationale, appel à abolir l'esclavage dans les colonies et à étendre le droit des hommes et du citoyen aux futurs affranchis. Comment un tel personnage et son œuvre ont-ils pu tomber dans l'oubli si longtemps ? Comme toutes les œuvres d'une époque donnée, l'œuvre du Chevalier de Saint-Georges a été délaissée pour d'autres courants esthétiques. Certains historiens justifient aussi son oubli par la condition de sa mort, très proche de la misère, ou encore en avançant l'hypothèse de la destruction de son œuvre, commanditée par Bonaparte. On peut aussi se dire qu'il s'agit d'un oubli politique, d'une disparition construite en raison de ses origines et de sa couleur de peau. Avant de vous laisser en compagnie des musiciens de l'Académie, je souhaite adresser à Mosaïque, de la part de Myriam Mazouzi, actuellement en déplacement en Arabie Saoudite, nos sincères remerciements pour l'invitation à prendre part à ce sommet à l'inclusion économique. Place à la musique avec Alexandra Lecoq et Aïna Cano au violon, Leonardo Gelvé à l'alto et Auguste Raon au violoncelle. Merci.
Je m'appelle Jamel Mazi, je suis journaliste à France Télévisions pour la chaîne France Info, que vous connaissez sûrement. Pour vous dire que je suis très heureux d'être là avec vous, que j'étais ravi qu'on me propose, et que notamment la Fondation Mosaïque me propose d'animer cette table ronde. J'étais content qu'on me le propose et en même temps j'étais un peu amer, un peu triste parce que la première fois que j'ai eu à faire cette table ronde, ce type de table ronde en tout cas, c'était en 2006. J'avais 20 ans, j'en ai 37 aujourd'hui. C'était au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Lors des états généraux des banlieues, un an après les émeutes, en 2005, un an après que j'ai eu l'occasion d'interpeller le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui était venu en bas de chez moi, sur la dalle d'Argenteuil, nous lancer « Vous en avez assez de cette bande de racailles, eh bien je vais vous en débarrasser ». Et moi je l'ai interpellé à ce moment-là, parce que j'étais là, et je lui ai lancé que ce qu'il vient de dire risque de faire un profond amalgame entre ceux qui veulent s'en sortir, qui sont la majorité de ce quartier, et effectivement ceux qui se font remarquer par leur délit. Et il y a eu cette table ronde un an après. Et dans cette table ronde, il y avait les patrons de TF1, M6, France Télévisions, Dominique Baudis pour le CSA, le patron de RTL à l'époque, Axel Duroux. Et à l'époque, le constat était le suivant, il était terrible, que la télévision française n'était pas suffisamment le reflet de la société française. Alors aujourd'hui, 17 ans plus tard, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, les choses ont plutôt évolué. Mais si on est là tous ensemble aujourd'hui sur cette thématique-là à en parler, c'est qu'il y a encore du boulot. Et je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, sur cette scène, nos intervenants, nos invités. Isabelle Giordano, je vous demande de les applaudir. Bruno Laforesterie, Catherine Jean-Joseph Santuc et Olivier Sabi, si vous voulez venir me rejoindre. Merci à tous les quatre d'être avec nous ici au ministère de l'économie pour évidemment évoquer cette thématique de comment favoriser l'inclusion justement dans les industries créatives, culturelles. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Effectivement, les choses bougent un peu, mais peut-être pas suffisamment pour qu'on ne soit pas ici justement aujourd'hui pour parler de cette thématique. Alors, plusieurs questions. Comment faire en sorte que les rédactions journalistiques aujourd'hui soient véritablement le reflet de la société? Comment faire en sorte que la production cinématographique aussi soit moins stéréotypée? Est-ce qu'aujourd'hui, les difficultés, elles se concentrent au niveau de la formation, les canaux de recrutement? Est-ce que le problème vient aussi d'une forme de culture, de conservatisme chez les diffuseurs, du côté des institutions, et qui empêche d'avancer et de progresser davantage? En tout cas, ce sont toutes ces questions qu'on va poser à nos intervenants aujourd'hui. Et je suis très heureux que vous soyez avec nous, parce que le défi aujourd'hui, finalement, c'est qu'on puisse en tirer des conclusions pour que la France devienne une puissance aussi à l'issue. Ça va prendre du temps, certes, mais que la France devienne une puissance créative, attractive, capable de rayonner, notamment à l'export. Il faut le dire, parce qu'on est aussi au ministère de l'économie, on compte les sous ici. Donc l'industrie culturelle, audiovisuelle, cinématographique, c'est 110 milliards d'euros en France, 5% du PIB, donc c'est pas négligeable. Je vais lancer un petit défi, c'est de vous présenter à tour de rôle, en moins d'une minute, c'est la durée d'un sujet le matin à France Info. On va commencer avec vous, Isabelle Giordano. Pardon, tout le monde vous connaît, mais vous n'allez pas échapper à la règle. Qui êtes-vous, Isabelle Giordano? Non, tout le monde ne me connaît pas. Les jeunes de 20 ans, ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas ce que j'ai fait à Canal+. Je m'appelle Isabelle Giordano. J'ai une double culture. J'ai mis du temps à accepter ma double culture. Donc, j'ai une culture par mon père italienne, ma mère guadeloupéenne. Je suis aujourd'hui déléguée générale de la Fondation BNP Paribas et responsable du mécénat, ce qui me permet de donner des coups de pouce, voire plus, à des causes qui sont importantes, et notamment celle de la lutte contre toutes les discriminations, la diversité. Et je suis très fière de voir aussi dans la salle quelques responsables d'associations comme Télémac et quelques autres que j'ai beaucoup d'honneur et de plaisir à servir et à pousser. On s'est retrouvés d'ailleurs. En moins d'une minute, j'essaye de calculer mon temps de parole. Je vais m'exprimer aussi en tant que présidente de Cinéma pour tous, une association qui essaye de faire bouger les lignes aussi partout en France depuis 17 ans. Je m'exprime aussi en tant que mère de famille de 2 grands ados et citoyenne engagée, énervée et optimiste. Jamel, je pense que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très important. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup bougé depuis 2005, mais il y a des choses qui ont changé. Et je pense que si on n'est pas optimiste, ce seront les autres, ce sont les racistes qui nous auront vaincus. Voilà. Donc je reste optimiste et très énervée. Merci beaucoup, Isabelle. Merci infiniment. Olivier Sabi, présentez-vous. Qui êtes-vous? Bonjour.
Bonjour, c'est toujours très impressionnant de passer après Isabelle Giordano parce que moi j'ai un peu plus de 20 ans et donc je me souviens très bien d'Isabelle Giordano à la télé. Je suis très impressionné d'être à côté d'Isabelle aujourd'hui et souvent dans les combats avec elle. Alors moi j'ai plusieurs casquettes. Aujourd'hui je vais parler en tant que fondateur d'une structure qui s'appelle Impact Film, mais d'une autre structure qui s'appelle l'Observatoire des images, mais d'une autre structure qui s'appelle We Build Change. Je vais vous expliquer pourquoi toutes ces structures, mais je suis là à titre bénévole. À côté de ça je suis fonctionnaire et je me bats aussi dans la fonction publique. Il y avait une table ronde ce matin sur la fonction publique. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je me bats dans les industries culturelles et créatives avec mes amis et partenaires, parce qu'on se retrouve très souvent ensemble pour se battre. 45 secondes, bravo. Vous avez 15 secondes de rab à la fin pour conclure. Donc tu me donnes ton rab? Catherine Jean-Joseph Santuc, bonjour. Bonjour, alors moi je suis dans le métier depuis 30 ans. Voilà. Juste un petit truc, et je vais aller très vite. Moi j'ai commencé, j'étais agent de comédien et d'auteur. J'ai d'abord commencé à France Inter, mais j'ai été agent de comédien et d'auteur pendant à peu près 15 ans. Et ensuite, je suis allée travailler à la direction de la fiction de France Télévisions, France 2 et TF1. Puis j'ai créé une école d'acteurs pour les jeunes talents émergents de la société dans la société, des quartiers populaires et des quartiers ruraux. Elle s'appelait l'école Miroir. Ensuite, j'ai travaillé à Netflix France, où j'ai mis en place un process d'intégration de l'inclusion et de la diversité à chaque étape du développement d'une œuvre. Je suis en train de travailler sur un guide pratique pour l'accélération de l'inclusion et de la diversité pour les contenus audiovisuels. Je suis énervée également parce que ça fait 30 ans et quand tu dis que ça va prendre du temps, je pense qu'il ne faut plus que ça prenne du temps parce que tout ce parcours et il y a la formation bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui étaient là, qui sont là, qui ont des formations avant qu'on pense à la formation. Et ces formations ont tendance à partir un peu à la poubelle. Alors, voilà. Et on va parler de tout ça justement tout au long de ces échanges. Merci beaucoup Catherine. Bruno Laforesterie, on est un peu des collègues, la scène nous sépare. Hein. Vous êtes du côté de Radio France. Le micro fonctionne ou pas? Il y a un petit problème de micro? Celui-là fonctionne. Bruno Laforesterie, bonjour. J'ai récupéré 15 secondes, c'est ça? Je vais faire moi, je vais commencer par ce que je fais aujourd'hui. Donc, je suis directeur de développement de Radio France. Avant, j'étais directeur de Move pendant 9 ans. Une radio qu'on a relancée en 2014 pour en faire un projet, je pense, jeune et populaire dans tous les sens du terme. Avant, j'avais monté la radio Génération, pour ceux qui s'en souviennent, mais c'était plutôt 93-94 à Ivry-sur-Seine. Et avant, je suis aussi, je reviens là d'où ça vient, des doubles cultures. Mon père est d'origine haïtienne, ma mère est canadienne, québécoise. J'ai vécu un peu aux États-Unis et beaucoup en France. Tout ça explique le fait aussi que dans mon parcours, j'ai toujours travaillé sur la question de l'ouverture culturelle, le métissage, la créolité, au sens large du terme, c'est mes valeurs. Et après, l'énervement, j'étais à Génération avec la famille de Ziad Bouna lors des événements tragiques. On s'est exprimé, donc c'est ce qui m'a marqué profondément. Et je suis encore évidemment énervé au sens où il y a bien de choses sur la diversité qui ont progressé, mais sur la représentation, sur le regard et sur la manière dont on parle et dont on agit en direction des quartiers populaires encore en France, il y a beaucoup de travail, mais c'est un des sujets qui va nous animer, je pense, pendant la table ronde. Merci à tous les quatre. Ça fait beaucoup d'énervés sur la scène. Je vais essayer de canaliser tout ça. Oui, mais c'est positif, hein, énervé de façon positive. On a bien compris, rassurez-vous. D'abord, si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on fasse un constat, une sorte d'état des lieux de ce qui ne va pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on est là ici aujourd'hui, pour essayer de trouver des solutions, parce que vous en faites partie de la solution finalement, chacun d'entre vous. D'abord, ce que dit le CSA, l'ARCOM aujourd'hui. Il le dit clairement, l'ARCOM, la télévision française, elle montre encore une image déformée de la société, trop aisée, trop élitiste ou trop blanche, trop citadine, les vieux, les pauvres, banlieusards, les ruraux, les personnes handicapées aussi, il faut en parler. D'abord, Catherine Jean-Joseph Santuc, vous le disiez, vous avez une expérience de plus de 30 ans dans les médias. C'est quoi l'état des lieux qu'on peut dresser aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on reproduit toujours la même chose. C'est-à-dire que l'ARCOM, aujourd'hui, son baromètre n'est pas satisfait de ce que dit des résultats du baromètre. Ça fait 9 ans que l'ARCOM fait un baromètre et du coup ça fait 9 ans qu'on redit la même chose. Qu'est-ce qui bloque? Où sont les freins? Qu'est-ce qui fait que... Alors bien sûr on va dire on va faire de la formation, ce qui est indéniable, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire de la formation. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui... A-t-on
en interne, dans les organigrammes, des gens représentatifs de la société française. Chez les diffuseurs que je connais, pour lesquels j'ai travaillé, il n'y en a toujours pas. Le leadership... Vous pouvez les citer? Oui, France 2, TF1, même Netflix, même les plateformes. Même Netflix. Oui, les plateformes, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand les plateformes viennent pour créer leur antenne française, elles vont chercher où? Elles vont chercher à débaucher des gens qui sont visibles ailleurs, donc chez d'autres diffuseurs. Et inconsciemment, elles recréent le même entre-soi. Et c'est le cas en France, c'est ce que vous voulez dire? Oui, bien sûr que c'est le cas en France. Chez Netflix, par exemple. Oui, et les plateformes en général. Oui, sur les plateformes en général. Mais c'est pas voulu. C'est que inconsciemment... C'est inconsciemment naturel. Oui. Voilà, on recrée le même entre-soi. Et du coup, comment est-ce qu'on veut diffuser si on n'a pas des points de vue différents et si on n'ouvre pas un peu plus? Isabelle Giordano, vous qui avez une longue expérience, on l'a entendu, vous étiez longtemps journaliste, présentatrice, rédactrice en chef chez France Télévisions, Arte, France Inter. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même bien mieux qu'hier? Ou est-ce que vous l'avez vu, vous, justement, l'inclusion évoluer au sein des rédactions, des diffuseurs? Je ferai le même constat que ce qui vient de se dire. C'est vrai que les choses ont quand même évolué, mais ça avance lentement. Donc peut-être que le moment est venu d'accélérer. Voilà, je ne vais peut-être pas redonner d'autres exemples. Je sais que Bruno et Olivier ont des exemples chiffrés, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons pour la première fois, je pense, un héros noir en prime time sur TF1. C'est le remplaçant avec Joe Star. Et c'est vrai que c'était impensable il y a encore quelques années. C'est un exemple parmi d'autres. Je reprends aussi l'exemple des plateformes. Elles ont donné une sorte de coup d'air frais et d'oxygène quand même dans la production cinématographique et télévisée, avec justement une voix pour les sans-voix, avec notamment Banlieusards et d'autres programmes qu'on n'imaginait pas et qui souvent sont des programmes qui ont été recalés des chaînes classiques. Je voudrais juste ajouter peut-être une autre donnée. Vous avez démarré, c'est vrai, Jamel, en parlant de la force des industries créatives. C'est vrai que c'est une force incroyable. Nous sommes le seul pays d'Europe à avoir autant de créativité à tous les niveaux, bien sûr dans la culture et bien sûr dans les médias dont nous parlons. Et pourquoi nous avons cette force, cette French touch, ce soft power incroyable? Pour deux raisons. Parce que nous avons des femmes qui sont souvent montrées comme des héroïnes dans le cinéma français et nous avons de la diversité. Donc c'est vrai que je parle aussi avec l'ancienne casquette que j'ai eue de m'occuper du cinéma français à l'export. Les clés du succès de ce cinéma français, pourquoi c'est le deuxième cinéma ou le troisième cinéma au monde? Parce qu'il y a des femmes et parce qu'il y a de la diversité. Donc il faut aussi avoir conscience de ces atouts et de les valoriser. Et accélérons là aussi dans nos récits, dans notre récit national et dans toutes nos formes de récits. Je parle aussi au nom effectivement d'une grande entreprise, quand on a la chance d'avoir effectivement un pouvoir aussi, une forme de soft power avec 200 000 salariés dans le monde, 54 000 salariés en France, c'est une manière aussi de changer la donne au quotidien. En ce moment, juste à côté, toujours dans Bercy, il y a des tables de recrutement et dans le stand de BNP Paribas, j'ai appris tout à l'heure que B-School recrutait 300 jeunes chaque mois. Donc là aussi, c'est une manière aussi de faire levier, de changer la société. Donc avoir des entreprises qui transforment la discrimination, le racisme, l'égalité femmes-hommes, c'est aussi une manière de transformer la société. Donc voilà des leviers pour faire avancer, pour accélérer à l'export, dans nos récits, dans l'entreprise. On va parler justement plus longuement des leviers dans quelques instants, mais Olivier Saby, justement, de votre côté, est-ce que vous avez le sentiment que les femmes, les personnes issues de la diversité, les personnes handicapées aussi, ont leur juste place au cinéma en France ? Est-ce que je peux vraiment répondre oui à cette question? Non, bien évidemment non. Et pour autant, je vais me démarquer un peu de mes camarades en disant que je ne suis pas énervé. Je ne suis pas énervé, ça ne veut pas dire que les choses vont bien et que je réponds oui à la question. Je ne suis pas énervé parce qu'en fait, j'ai arrêté d'être énervé tellement depuis des années, on se bat et on est toujours face au même constat, même si les choses avancent un petit peu. Et donc, plutôt que de m'énerver, je compte les alliés. Et les alliés, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais en revanche, on en a, et donc on essaye d'avancer les uns avec les autres. Alors, pour répondre à la question, non, je vais vous donner un chiffre sur une autre catégorie, qui est le handicap, sur lequel on travaille avec l'Observatoire des images que j'ai créé. Dans la population française, suivant comment on compte le handicap, c'est entre 15 et 25% de la population française qui souffre de handicap. À l'écran, on est à moins de 1% en gros. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on voit des gens à l'écran qui sont handicapés, donc moins de 1% des personnes à l'écran, ça va être soit des personnes en situation de handicap qui sont dans d'atroces souffrances de handicap,
soit des personnes qui sont très très héroïques, qui vont traverser la Manche sans bras et sans jambes, par exemple. On ne voit pas à l'écran des gens qui ont juste un travail normal, qui sont journalistes, qui sont magistrats, qui sont policiers, et qui souffrent de handicap. Et donc, cette question de la représentation, pourquoi elle est importante? Parce qu'en fait, on est dans une table ronde sur la question des industries culturelles et créatives. Et en fait, moi, et je crois nous, on se bat aussi pour qu'il y ait une compréhension du fait que les industries culturelles et créatives, en fait, elles irriguent partout. Et donc, en fait, quelque part, on devrait avoir un concert avant chaque conférence de la journée, et pas uniquement dans la table ronde sur les industries culturelles et créatives. Pourquoi? Parce que les industries culturelles et créatives, elles donnent à voir. Et quand elles donnent à voir, elles donnent le là, elles permettent de guider, elles permettent d'inspirer. Et donc montrer, et Bruno en parlera beaucoup mieux, entendre des voix qu'on n'entend pas d'habitude, voir des gens qu'on ne voit pas d'habitude est très important. Mais par ailleurs, les avoir dans les unités de production, dans les rédactions est très important parce que ça nous permet aussi d'avoir une autre vision du monde. La culture donne à voir, mais donne à voir quoi? Parce que tout à l'heure on parlait de bouffée d'air frais, c'est vous qui disiez Isabelle tout à l'heure, sur les plateformes avec ces histoires, ces récits, ces acteurs qu'on voit avec Banlieusard par exemple, ou encore avec Nawel Madani. Mais en ce qui concerne les histoires, les récits et les rôles des protagonistes, est-ce qu'il n'y a pas un souci, Olivier Sabi? Des efforts à faire encore. Je vais vous donner, si vous me permettez, une petite anecdote. J'interviens à la prison de la Santé avec des élèves. Je ne sais pas si vous avez vu À Voix Haute, qui est un documentaire produit par Harry Torchman. Quand je suis allé voir À Voix Haute, je suis sorti et j'ai appelé l'avocat qu'on voit dans À Voix Haute, s'appelle Bertrand Perrier, en lui disant « Moi, j'ai envie de vous rencontrer parce que ça a l'air super ce que vous faites. » Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des concours d'éloquence. C'est ça, c'est des concours d'éloquence en Seine-Saint-Denis. Et donc on s'est rencontrés, au bout d'un moment, vu qu'on s'est bien entendu, il m'a dit on pourrait faire des choses ensemble, faire des cours. Et il se trouve qu'à l'époque, avec Impact Film que j'ai créé, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, on venait de produire un film qui s'appelle Cas contraire, avec Sandrine Bonner et Sander Fontek, qui se passe en prison. Et donc je lui ai dit, moi j'ai envie d'aller en prison, j'ai envie d'aller voir concrètement si on ne peut pas aider. Et donc avec Bertrand Perrier, on a pris notre bâton de pèlerin et on allait donner des cours en prison. Et je fais très court cette anecdote. Nos étudiants ont entre 24 ans et 75 ans. Ils sont là pour au minimum 15 ans. Donc ce n'est pas des enfants de cœur. Un jour, je leur dis, on aimerait vous faire travailler la façon de vous exprimer à partir de scènes de films. Mais je ne savais pas ce qu'ils regardaient comme scènes de films en prison. Je ne sais pas, peut-être qu'ils regardaient les mêmes films que moi, peut-être pas. Et donc je leur dis, à partir de quel film vous avez envie de travailler? Et j'ai un de mes élèves qui s'agace énormément, qui commence à vraiment être virulent. Et je lui dis, pourquoi tu t'énerves comme ça? Et il m'a dit, parce que j'ai cassé ma télé dans la cellule. Et je dis, pourquoi tu as cassé ta cellule? C'est un peu idiot quand même de casser une télé dans une cellule. Il me dit, parce qu'en fait, tu vois, j'allume la télé, je regarde, pas la personne qui est devant, la personne qui est derrière le héros, et ben ça ressemble pas du tout à Paris de quand j'étais dehors. Alors ça m'énerve vos films. Et donc j'ai cassé ma télé. Et c'était intéressant parce que l'agressivité qu'il avait, c'était le fait qu'il faisait quelque chose que moi je n'ai jamais fait. Il regardait derrière si les gens lui ressemblaient. C'est-à-dire qu'il avait passé l'idée de penser qu'il y aurait un héros devant qui allait lui ressembler. On va parler tout à l'heure justement de comment éviter que les gens ne cassent leur télé. Ça va faire partie des leviers et des solutions. Olivier Savi, Bruno Laforesterie, parce que quand on parle, vous savez, de la parité, de la diversité, de la présence des personnes handicapées à l'antenne, à l'écran, à la télé, au cinéma, on parle moins de la radio parce qu'on ne les voit pas, les gens. Alors que c'est faux aujourd'hui avec Internet, la radio elle est filmée. C'est le constat, c'est le même constat que vous faites, vous, sur les ondes? Ou est-ce que c'est moins le problème, justement, cette question de la parité, de la diversité? Alors, c'est une très bonne remarque, parce que c'était un de nos sujets, de nos combats, de dire aujourd'hui, c'est pas parce que l'ARCOM ne mesure pas la diversité à la radio au sens visuel que c'est pas un enjeu central. Parce que, concrètement, les gens à la radio sont vus et connus et se voient, et deux, parce que c'est notre responsabilité. Et je mettrai d'abord le 2 en 1. Et sur ces sujets, c'est extrêmement protéiforme. Il y a un sujet 1 de dire, là on parlait de la question de la voix des femmes, dire, on voulait bien remarquer que la question des expertes, la question de qui a le droit de parler de quoi en France, et on l'a vu dans la crise qu'on a traversée sur le Covid il n'y a pas longtemps, la parole masculine a émergé énormément, et à un moment donné on a l'impression qu'il n'y avait plus d'expertes ni de médecins femmes en France, entre autres. Donc c'est des sujets qu'on mesure et sur lesquels on travaille, et sans faire de la promotion, on est passé de 33% à 49% d'expertes en 5 ans, parce que maintenant on mesure, on monitore, on regarde, et on a un annuaire des experts, un guide, on fait le suivi. C'est le guide qu'on a aussi du côté de France Télévisions, voilà, pour justement favoriser la présence des femmes dans les débats en plateau. Et souvent le sujet est honneur aux femmes, quand elles n'ont pas le bon doctorat dans la bonne spécialité exacte, elles se disent ah non, je ne suis pas compétente, alors qu'un homme sans le doctorat va dire qu'il est compétent sur un sujet. Donc c'est aussi des sujets de dire non, mais vous n'êtes pas le doctorat spécialisé, mais vous êtes très compétent. Donc c'est un sujet évidemment extrêmement important. Nous, ensuite, notre enjeu, il est double, et c'est exactement le même
que dans l'industrie culturelle, c'est l'imaginaire. De quoi on parle? Et quand on écoute la radio, c'est l'imaginaire qui parle parce qu'on n'a même pas les images. Donc l'imaginaire est encore plus important. Et c'est tout ce qu'on fait en podcast, tout ce qu'on va faire sur nos antennes. Et aujourd'hui, l'enjeu numéro 1, c'est que le récit imaginaire de ce qu'on peut entendre, écouter, représente l'imaginaire des Français et à l'international. Donc c'est un enjeu extrêmement important sur toutes nos antennes, de France Inter à France Culture, à France Info. Et ça, c'est un sujet numéro 1. Et après, je reviendrai sur qui décide de l'imaginaire. Deuxième sujet, et je reviens dessus, c'est la question évidemment de l'information et des journalistes, pour dire que sur ce sujet, c'est pour ça que je dis qu'on a d'énormes marges de progression. Évidemment, on considère, et je le dis de manière très directe, c'est que les rédactions ne représentent pas que esthétiquement, physiquement les choses. C'est aussi des récits personnels, d'histoire, de milieux, de classe sociale, il faut le dire, et qu'aujourd'hui, les écoles journalistes, c'est comme les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce, souvent c'est de la reproduction sociale, et qui fait que quand on n'a pas vécu dans certains endroits, dans certaines conditions, on a du mal à en parler et de le représenter. Donc ça, c'est des sujets, évidemment, qu'on suit de manière extrêmement importante à Radio France. Et après, évidemment, troisième sujet, c'est surtout faire en sorte que toutes les personnalités qui existent dans la société et qui s'expriment, mais qui aussi ici sont des activistes, qui disent des choses, on puisse les entendre. Voilà, parce que c'est aussi une façon de diffuser l'information et de créer de la solidarité sur des sujets où on a besoin de beaucoup de solidarité. Et quand je dis que j'étais énervé, c'est pas que ça n'a pas progressé, c'est que j'ai l'impression que vous avez fait le rapport avec 2005-2006, je vois et j'entends les mêmes choses aujourd'hui que j'entendais il y a 18 ans en pensant que jamais je les entendrais, alors que de temps en temps, ce qu'on entend est presque pire que ce qu'on entendait, avec une parole raciste qui n'était d'abord avant une parole contre les racailles, soi-disant, mais non, on donne leur prénom, leur nom et on met une religion derrière. C'est ce qui s'est passé encore tout récemment avec le drame de C'est à ce titre-là, mais sur le reste, je vois des progrès et je reste positif. Il y a la question de la formation, ce que vous disiez à l'instant, Bruno Laforesterie. Alors on peut dire, il faut le souligner, il y a des progrès dans la matière, il y a des prépas d'égalité des chances, la chance média, France Télévisions est partenaire. J'ai même eu la chance de parrainer ces formations que je n'ai pas eu l'occasion de connaître à l'époque. Et on voit justement arriver cette bouffée d'air frais dans les rédactions grâce à ces classes préparatoires. Mais vous, Catherine Jean-Joseph Santuc, vous allez nous dire, les talents, ils sont là, c'est pas la formation. Pour vous, le problème, ce sont les décideurs. C'est dans l'organigramme, ce sont dans les conseils d'administration. C'est ça votre point de vue? Alors, si vous voulez, moi j'ai eu dans mon parcours l'opportunité d'être agent de comédien, ensuite de travailler dans les chaînes de télé, ensuite de monter une école et ensuite de créer ce programme à Netflix. J'ai une vision à 360 degrés à peu près. Et en fait, quand on a l'impression de bien faire, on dit oui, il y a de la diversité dans les films. On a cité Banlieusard, mais moi, ce qui me choque, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de la diversité, c'est la banlieue, c'est la glamorisation de la violence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que ça existe, hein. Je dis qu'il faut qu'il y ait autre chose. Moi, j'ai envie de rêver comme tout le monde. Tout le monde rêve. On est tous issus, on est tous de la diversité ici. On est tous différents, qui que nous soyons. Sauf qu'il y a des groupes qui sont sous-représentés. C'est là-dessus qu'on va travailler pour une équité. Et l'équité sociale et l'équité aussi pour un potentiel économique. Comme on disait, ce que rapportent les industries créatives, c'est énorme. Alors, pourquoi est-ce que la diversité doit être cataloguée systématiquement dans la banlieue la plus laide qui puisse exister? Comment est-ce que vous voulez que, socialement, les jeunes... il y a l'intériorisation du cliché là-dessus, il y a plein de choses. Il y a aussi ce que tu disais, qui crée les imaginaires, qui va chercher les imaginaires, qui décide quoi. Si vous n'ouvrez pas les œillères, la France, nous avons cette chance en France, nous sommes le seul pays au monde à avoir des départements d'outre-mer, à être présent dans les 4 océans, et on n'a pas d'autre histoire à raconter que des histoires de banlieue. Mais qu'est-ce qui se passe? Isabelle Giordano, qu'est-ce qui se passe? Selon vous, vous avez été... J'applaudis aussi. J'applaudis aussi ce qui vient de se dire, surtout sur l'outre-mer. Non, bien sûr, vous étiez présidente d'Unifrance, vous connaissez l'univers du cinéma, vous connaissez très bien justement pour vous. Oui, je connais le cinéma, oui. Non, mais ce qui bloque, c'est effectivement au niveau décisionnel, et Catherine l'a très très bien décrit. Je pense que le jour où on aura des directeurs financiers, des directeurs des programmes, des patrons de France Télévisions, des patrons du CNC, issus de la diversité, le combat, il est bien sûr double, et je m'adresse aussi à des personnes qui sont
en charge de cette question, lutter pour avoir plus de parité, femmes-hommes, lutter pour avoir plus de diversité. Voilà, c'est un combat, et c'est vrai qu'on joue un peu sur les mots et sur l'énervement, mais je pense qu'effectivement, si on veut vraiment que les choses avancent, et si on veut qu'on ne prenne pas encore 20 ans pour avoir un petit peu plus de cadres qui prennent des décisions qui sont issues, qui sont soit des femmes, soit issues de la diversité, il faut effectivement, moi je n'ai pas la réponse, je n'ai pas de solution miracle. Effectivement, la loi Copé-Zimmermann, ça a changé du tout au tout l'arrivée des femmes, effectivement, à des postes de décision. Alors, est-ce qu'il faut des quotas ou pas? Est-ce qu'il faut il faut forcer les gens? Est-ce qu'il faut... Il faut les inspirer, en tout cas. Alors, et je pense que la donnée économique est importante. Il y a deux choses, peut-être, qui sont intéressantes. C'est d'une part de rappeler le poids économique, comme on l'a dit, le fait qu'il y ait de la diversité dans notre pays, c'est ça qui fait la richesse. Et à l'export, je le redis, c'est ce qui fait la richesse, notamment du cinéma français. C'est parce qu'il est divers, c'est parce qu'il y a à la fois Danny Boone, mais aussi Reda Kateb, c'est parce qu'il y a Sophie Marceau, mais aussi Lajli et Omar Sy. C'est pour ça que ça marche. Il y aurait qu'une certaine partie de Napoléon. Et voilà. Et en littérature, je pourrais vous en citer d'autres, etc. Tahar Ben-Jelloun, etc. Bref, c'est cette diversité qui fait notre richesse économique. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, peut-être qu'il faut des carottes fiscales. De dire, voilà, si vous mettez sur vos plateaux, si vous mettez dans vos chaînes de télé un peu plus de dirigeants issus de la diversité, vous aurez peut-être un avantage fiscal ou je ne sais quoi. C'est vrai qu'avec le collectif 50-50, il y a des réflexions qui sont menées à ce niveau-là pour faire progresser les femmes. Donc peut-être qu'il faut éventuellement réfléchir aussi à ça. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être encore plus inspirer, faire ce qu'on fait aujourd'hui, en parler aux jeunes, comme on le fait aussi, et provoquer un véritable changement systémique. Et rappeler aussi, on le fait régulièrement, on l'a fait récemment à Média en scène avec quelques personnes de l'écosystème de la Fondation, avec Abdelali El Badawi, avec Damien Baldin de la Fondation La France S'engage, on dit et on redit qu'il y a une partie de la France en ce moment invisibilisée. Ce sont les fameux corps intermédiaires, ce sont des femmes et des hommes qui se retroussent les manches, qui font avancer la France, qui font justement dans le milieu associatif, dans le milieu de l'économie sociale et solidaire qui passe en dehors des radars, des médias. Ce sont eux qui luttent bien souvent pour plus de diversité et de parité, et malheureusement, on leur donne rarement la parole. Pour parler des leviers, justement, parce que l'idée, c'est de trouver Donnez des la solutions. parole à Saïd Amouche. Il est là. Bonjour Saïd, qu'on peut applaudir d'ailleurs. Le boss juste... de la Fondation Mosaïque. Pour parler des leviers concrètement, rapidement. Oui, je voulais juste rajouter un petit truc parce qu'on a eu tout à l'heure, juste avant, un teaser sur le baromètre parité-diversité de PFDM pour les femmes dans les médias. Et on a eu 2 chiffres. Pour les femmes qui se sentent le ressenti des femmes de la diversité, des femmes qui ne sont pas de la diversité, il y a 79% de discrimination et de la diversité, 90% de discrimination. Pour parler justement des solutions et des leviers. Juste parce qu'on parle beaucoup des banlieues, etc. Mais avec Olivier Sabi, on a participé à un débat ce week-end. La diversité, c'est aussi rendre compte de la ruralité. C'est aussi ça. C'est rendre compte de la France. Vous étiez en Normandie d'ailleurs ce week-end. Voilà, non, mais c'est vraiment à 360 degrés. Alors justement, parce qu'on essaie de trouver des solutions, quels sont les leviers pour essayer d'avancer, avoir plus d'inclusion à la télévision, à la radio, au cinéma. Olivier Savy, pour vous, il y a une logique économique qui peut être cruelle, notamment quand on voit l'exportation des films à l'étranger. Il y a des pays qui ne veulent pas forcément de nos films parce que ça leur plaît pas trop, parce que tel et tel personnage, c'est ce que vous allez nous dire, ne séduit pas forcément tel pays, que ce soit en Europe ou ailleurs. Pour vous, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est par l'économie, par les financements en fait qu'on y arrivera. Notamment. Et c'est ce que vous faites au quotidien avec Impact Film. Notamment, c'est un des outils que j'ai développé effectivement avec Impact Film. Impact Film, c'est une société d'investissement qui passe son temps à aller chercher de l'argent auprès de gens fortunés en leur proposant d'utiliser le cinéma, la télévision, les plateformes pour faire avancer un certain nombre de causes qui leur sont chères. La question de la place des femmes à l'écran, la question des personnes en situation de handicap à l'écran, la question des représentations environnementales, la question des libertés publiques. Et donc, on va produire des documentaires. On va produire des fictions. Le problème des documentaires ou des fictions qui parlent des femmes, par exemple, c'est que vous n'emmènerez jamais en salle un misogyne qui pense que les femmes doivent rester en cuisine à aller voir un documentaire sur les femmes ou une fiction sur les femmes. Et donc on fait un 3e type d'investissement. On va faire ce que d'autres appellent du placement de produits. Nous, on place des causes. Et donc on va transformer les scénarios à condition, on investit dans le film en disant, nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous transformiez ce scénario. Parce que, par exemple, ce personnage d'une femme qui reste en cuisine, ça ne nous intéresse pas. On en a marre de voir ça à l'écran et mes investisseurs en ont marre de voir ça à l'écran. On va dire, par exemple, vous allez faire une série dans un cabinet d'avocats, et ben en fait,
peut-être qu'au lieu d'avoir 4 associés hommes blancs de 50 ans, une assistante avec un décolleté et un beurre qui est le dealer du patron du cabinet d'avocats. On n'est pas dans les clichés. Hein. Peut-être qu'en fait... Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que les écrans sont très en retard par rapport à la société. Parce qu'en fait, si vous allez dans les cabinets d'avocats aujourd'hui en France, vous ne verrez pas cette situation-là. Et donc, on est plutôt en retard. Et donc, nous, quand on arrive et qu'on propose de coproduire en échange d'argent, si on a un fonds activiste, les gens nous disent, oui, finalement, ce que vous faites, c'est de la propagande. Ce n'est pas de la propagande, c'est de la politique. Et en fait, ce qu'on fait tous dans les industries culturelles et créatives, c'est de la politique, puisqu'on donne à voir le monde tel qu'on l'imagine. Et j'entends souvent dire, mais oui, mais en fait, il faudrait travailler sur des futurs désirables. Mais en fait, qui désire ces futurs-là ? La question, elle est politique. Les industries culturelles et créatives, elles doivent rien à personne. Elles peuvent en revanche faire beaucoup. Et je crois que c'est ça sur lequel on travaille, nous, alors chez Impact Film. Et par ailleurs, j'ai monté avec Isabelle, quand elle était chez Unifrance, un programme qui s'appelle We Build Change, on construit le changement, dans lequel on accompagne les jeunes productrices, distributrices, exploitantes, avocates du cinéma, maintenant de l'édition littéraire, qui ont notamment des parcours, soit elles sont elles-mêmes issues de la diversité, soit qui sont intéressées par ces questions et qui travaillent au quotidien à améliorer les choses. Impact Film, vous êtes 5 associés, c'est bien ça ? 5 associés bénévoles, et c'est une vraie question ça aussi d'ailleurs. Parce que je le dis, et je le dis souvent, Isabelle en a marre, parce qu'on intervient de temps en temps, on intervient en Normandie, mais est-ce qu'il est normal aujourd'hui qu'on laisse à la société civile, donc à des bénévoles, le fait de pousser ces sujets-là ? Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment autre chose à faire que d'être là, mais je serais content de parler avec vous. Et donc, ça pose une vraie question de modification systémique des choses et de gens qui doivent s'en occuper. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, vous commenciez comme ça votre question, et donc je peux qu'abonder dans ce sens. La vraie question, c'est l'argent. La vraie question, c'est l'argent, parce que quand on produit des films à 18 millions d'euros et que les investisseurs disent « mais en fait, moi, c'est pas mon sujet, je m'en fiche de la place des femmes dans ce film ». Moi, j'arrive avec des moyens qui sont plus petits et c'est très difficile de faire changer les scénarios là-dessus. Donc oui, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Combien de films et documentaires financés avec Impact Film depuis ? Nous, on existe depuis 3 ans et demi, juste avant le Covid, ce qui n'était pas une très bonne période. Et on a coproduit 22 films. On en a 2 qui sortent la semaine prochaine et la semaine d'après. Levante, un film brésilien sur une jeune femme qui est obligée de quitter le Brésil pour se faire avorter. Et un autre film qui est un film de genre avec plein d'araignées qui débarquent dans un HLM, qui s'appelle Vermine, qui était à la Mostra de Venise et qui montre les banlieues. C'est une métaphore de ce qui se passe en banlieue, avec un HLM envahi par les araignées et l'État qui décide de le calfeutrer pour laisser les habitants se débrouiller tout seuls. Votre initiative qui finit à la Mostra, et on peut dire donc que ça marche. Et la Fondation BNP, qui est Isabelle Jordano, qui est partenaire également, vous allez nous dire dans un instant, et qui soutient d'ailleurs. Qui soutient beaucoup de premiers films et qui soutient par exemple Les Trois Mousquetaires. Et rappelons à tout le monde que Les Trois Mousquetaires, c'est écrit par Alexandre Dumas, qui était un métis, un mulâtre, comme Exactement. Ça a été dit tout à l'heure. Bruno Laforesterie, vous, en fait, la solution, elle viendrait d'une forme par l'économie. C'est-à-dire que pour vous, il faudrait une puissante boîte de prod, une major, qui puisse mettre en avant ces récits, ces productions et ces personnages. Sans recouper tout ce qu'il vient de dire, mais quand même, on parle de l'argent, mais finalement, l'argent, c'est un moyen. Derrière, c'est des gens, c'est des consommateurs, c'est des gens qui vont acheter des tickets de cinéma, qui payent des abonnements. Et en fait, quand on parlait des films de banlieue, moi, je m'inscris en faux sur certains sujets, dire la banlieue, ça veut rien dire. La banlieue, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi aujourd'hui, on voit que des gens investissent sur la banlieue ? Parce qu'en fait, ça marche. Parce qu'en fait, il y a des gens qui achètent, ça stream à mort sur Spotify, ça marche sur Netflix, ça fait des top 10, ça fait des films. Voilà, que je prenais l'anecdote avec Isabelle. Moi, pendant 7 ans, j'ai accompagné JP Zadi, animateur à Move. On a réussi à le placer à France Télé pour qu'il fasse en place, et qu'il fasse ses... Et derrière, ça fait des films, ça fait un metteur en scène, ça fait un réalisateur. Il avait beaucoup de talent, mais ça permet d'entrer. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que au-delà de cette première phase, de dire oui, commercialement, c'est bankable, comme diraient les anglo-saxons, il faut maintenant accepter que derrière, on puisse diversifier les récits et que ce soit autant la question du braquage qui peut arriver, puis c'est un film de genre, le film policier, que la question du médecin qui a du succès. Donc ça, c'est déjà un sujet. Pourquoi aujourd'hui on fait des films de banlieue ? Parce qu'il y a des consommateurs derrière. Et ça, c'est la situation française et la réalité. Deuxième sujet par rapport à l'industrie culturelle. La première vendeuse de disques en France, à l'étranger, s'appelle Aya Nakamura.
Donc ça, il faut se le dire, et c'est la vérité. L'industrie musicale française est représentée à l'étranger par Aya Nakamura. Quand on parle de la musique, on parlait des comédiens. Donc aujourd'hui, la vitrine de la France, c'est aussi cette France, notre France, qui marche, qui cartonne, il faut se le dire, et c'est approprié. Et souvent, il y a une partie des élites qui ne s'approprient pas ce sujet en disant on est fiers de vous. Ils disent ah oui, c'est de la musique française, mais allons plus loin. Oui, elle s'appelle Aya et elle était effectivement elle est française récemment et c'est important de le dire. Et après sur les imaginaires, juste pour finir, aujourd'hui 50% des fictions viennent de bouquins, donc de l'édition. Nous, on fait en sorte que ça vienne de plus en plus du podcast. Et on voit très bien que c'est un rétrécissement du sujet parce qu'on vient du livre, on fait une fiction. Donc il faut élargir l'industrie culturelle au sens large, qu'on puisse éditer des livres en parlant de son récit, et que ça donne des films, et que ça donne des belles histoires, ça donne des documentaires. Donc c'est une ouverture au maximum parce que quand on fait le pari, entre guillemets, des gens, à la fin, il y a aussi un marché, des gens qui consomment, des gens qui achètent des bouquins, et ça peut fonctionner. Voilà. C'est un peu... Et merci à Aya Nakamura, parce qu'à cause d'elle, on me surnomme Jaja à la rédaction, qui cartonne à l'étranger. Isabelle Jordano, pardon. J'ajouterais juste que puisqu'on est là aussi pour énoncer un certain nombre de solutions, faisons célébrer chaque année les 10 talents des industries créatives françaises. Emmenons-les à l'Élysée ou au ministère de la Culture. Et vous verrez que bien souvent, ces 10 talents les plus créatifs, ils sont d'origines diverses et ce sont aussi des femmes. Je suis contente, c'est parce qu'il a cité Aya Nakamura que j'ai pensé à ça, mais faisons des mesures comme ça toutes simples, mettons-les dans la lumière, célébrons nos talents et vous allez voir à quoi ils ressemblent nos talents. Et moi j'adore la France pour cela aussi, parce que c'est une France effectivement en Europe et surtout dans le contexte politique européen actuel. Vous vous rendez compte de cette richesse que nous avons? Nous sommes le pays d'Europe où il y a le plus de mariages mixtes. C'est formidable. Catherine, racontons-le. Catherine, Jean-Joseph Santuc, est-ce que l'État joue suffisamment son rôle? Parce qu'on parlait justement des initiatives privées, notamment financées, incitées. Est-ce que l'État joue suffisamment son rôle? Est-ce que le CNC, qui est le Centre national du cinéma et de l'image animée, par exemple, fait suffisamment son job pour pousser des récits et des talents issus de la diversité, la parité et permettre l'inclusion? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un travail à 360 degrés. Le CNC qui soutient considérablement, on peut le dire, au niveau parité, le CNC a fait énormément. Au niveau diversité, il y a la commission image de la diversité. Mais je pense qu'on peut faire mieux sans mettre dans des cases. C'est-à-dire que ce qui a été fait pour la parité est quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour la diversité? Ça, c'est un point. Ensuite, chez les diffuseurs, parce qu'au fin de compte, ce sont les diffuseurs qui diffusent. Alors, oui, mais c'est eux qui prennent la décision. Et la décision leur appartient. Alors, ils sont quelquefois obligés de faire ou pas, mais la décision leur appartient. Alors, pour des chaînes publiques, oui, il y a à un moment donné des décisions politiques à prendre. Quand on prend comme exemple la BBC a un département diversité créative. Radio-Canada a un département diversité créative. Je pense que moi, si je dois apporter une solution, pourquoi ne pas avoir un département diversité créative à l'intérieur des chaînes, chez les diffuseurs, pas pour faire que de la diversité, mais pour les amener et les mettre en conscience que comment mettre la diversité en action, comment incarner la diversité et comment ne pas faire que des stéréotypes, parce que là aussi c'est un problème. Olivier Savy. Peut-être pour rebondir là-dessus, et notamment sur la commission image de la diversité du CNC, moi, il me semble qu'il faut faire très attention, et on est tous d'accord, je crois, ici, à ne pas ghettoiser ces questions-là. J'entends par là qu'au CNC, par exemple, des membres d'autres commissions, quand je leur parle de projets où il y a de la diversité, me disent « Ah, mais ça, c'est pas pour nous, parce que nous, on est la commission premier long métrage, par exemple. Et donc, on n'est pas la diversité, c'est la commission diversité. Et donc, moi, je me bats un peu partout pour qu'on supprime les commissions diversité et qu'on mette de la diversité de partout. Parce que je considère que c'est le problème de tout le monde, et même c'est le problème de ceux qui ne sont pas issus de la diversité, en fait. Et souvent, du coup, la commission image de la diversité, elle est présidée par quelqu'un issu de la diversité, avec des membres issus de la diversité. C'est une conception qui est trop anglo-saxonne, peut-être, au final, pour nous qui sommes universalistes.
Il faut que la diversité soit l'affaire de tous, c'est ce que vous voulez dire. C'est une façon de cocher des cases pour me faire le porte-voix de Catherine. Pour dire qu'on fait. Prenez le micro, on vous entend pas. Pardon. Pour dire qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se satisfaire de ça. Alors, on ne peut pas dire on fait, on coche des cases et on fait. Non, on travaille sur l'authenticité. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a la diversité. En fait, ce sont des valeurs humaines. Et ça, en revanche, ce n'est pas négociable. Et pour reprendre cet exemple-là, pour les nommer, la BPI faisait la semaine dernière un grand événement. La Banque publique d'investissement. La Banque publique d'investissement sur les industries culturelles et créatives. Quand j'ai vu le line-up, c'est-à-dire les participants un mois avant, je les ai appelés en leur disant que c'est pas possible en fait que vous fassiez des panels avec toujours les mêmes gens et personne issu de la diversité. Et ils m'ont répondu oui, mais on ne sait pas où les trouver. Et donc j'ai dit mais c'est votre travail en fait. Et donc on a fait un partenariat avec le programme de talent que j'ai créé et donc je suis très content que ça serve à quelque chose. Mais encore une fois, je pense qu'au moment où des pouvoirs publics ou des grandes entreprises créent des événements, la question à se poser en permanence c'est est-ce qu'on est tranquille autour de la table entre nous ou est-ce qu'on sait accueillir la diversité, est-ce qu'on sait amener des gens qui ont des idées différentes et qui réfléchissent différemment. Et je pense que cette richesse-là, on ne l'a pas encore intégrée. Et pour terminer là-dessus, je disais tout à l'heure, les industries culturelles et créatives ne doivent rien à personne, mais elles peuvent. Je pense, pour aller dans le sens de Bruno, que quand je disais on a besoin d'argent, on a besoin d'une vraie volonté politique. Et quand je dis politique, ce n'est pas uniquement nos représentants ou nos représentantes politiques, c'est y compris dans les grandes entreprises. Politique au sens quel est notre rôle dans la cité, quel est notre rôle dans la société et comment on oriente notre action. Et aujourd'hui, malheureusement, bien souvent, la question de la diversité va être traitée par certains groupes, par des directions ghetto, un peu comme on le disait là tout à l'heure, au lieu de réfléchir de façon globale. Bruno La Foresterie. Parce que vous êtes en charge, on peut le dire, du développement du studio Radio France. Et vous êtes en charge des questions aussi d'égalité. Oui, alors voilà, moi je dirige le développement de Radio France donc, dans plein de projets de Radio France et je travaille sur le programme Égalité 360 depuis 3 ans, notamment avec le sujet diversité sur les antennes. Est-ce qu'il a raison du coup, Olivier Savy? Est-ce qu'il faut éviter la ghettoisation? Non, mais je veux dire, moi j'ai été membre de cette commission avec Catherine, tous les trois, avec Isabelle, et si c'est une façon de commencer, pour dire on part de zéro, il faut commencer par là, et ensuite on infuse. Bien entendu, c'est un point d'entrée. Mais si c'est une façon de commencer et d'arrêter, non. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire c'était un point de départ qui n'a pas ensuite pu infuser de manière massive comme on aurait pu l'imaginer. Donc là-dessus, ma position est claire. Après, pour revenir exactement sur ce que tu disais sur l'industrie culturelle, voilà, c'est ce que vous prenez l'industrie culturelle, la musique, l'édition, les médias, la fiction. Évidemment, on a une problématique de représentation des dirigeants, femmes, hommes, diversité, pas uniquement raciale et physique, des histoires, de la culture. Et ça, quand vous faites une réunion avec que les boss ou les numéros N-1, que vous avez zéro diversité, ça veut dire que derrière, on a un problème structurel qui n'est pas réglé. Et c'est pour ça que je disais, il nous manque des majors issus de la culture populaire, et ça pose un problème. Quand on voit les majors musicales, il y a très peu de gens en fait, qui représentent la musique qu'on diffuse et qui la distribuent. Je les compte sur les doigts d'une main en disant, tiens, ça serait bien d'entendre les invités pour leur donner la parole. Et il nous manque effectivement des grandes maisons d'édition, il nous manque des grandes maisons musicales, des grandes sociétés de production qui sont dirigées par des personnes qui sont issues ou des quartiers de la diversité et qui sont aujourd'hui à la tête de business qui fonctionnent. Et ça, on voit très bien que c'est des process aussi financiers, que c'est des process de cooptation, il faut se dire, et que là, on est face à un vrai problème. Tant qu'on ne réglera pas le problème de qui sont les dirigeants, y compris de boîtes qui fonctionnent bien, on ne réglera pas le problème du panel. Parce que sinon, il faut aller chercher les prétextes et ce n'est pas le bon. Il faut surtout que les gens, à un moment donné, réussissent à monter des boîtes qui ensuite cartonnent et qui ensuite pèsent dans l'industrie culturelle. Et ça, c'est un sujet entrepreneurial, massif, de soutien des banques, de soutien de tout un écosystème. Vous avez piqué ma transition. Isabelle Giordano, qui est la déléguée générale de la Fondation BNP Paribas. Est-ce que la BNP Paribas, par exemple, pourrait pousser politiquement et financièrement un tel projet, justement, d'une puissante major qui pousse, sans faire forcément concurrence à ce que fait Olivier Savy, mais qui puisse justement faire émerger des récits et des talents? J'ai envie de dire qu'on le fait déjà. C'est vrai que le rôle des fondations et l'ADN de la Fondation BNP Paribas, c'est de donner du pouvoir à ceux qui agissent, qui transforment la société, qui luttent concrètement et activement contre toutes les formes de discrimination. Donc en donnant du pouvoir à des associations que je ne vais pas citer ou en donnant du pouvoir à l'ascenseur, puisqu'elle est dans mon champ de vision, à Mathilde Boulet par exemple, et à toute cette kyrielle d'associations
qui lutte pour l'égalité des chances et pour former la jeunesse. On le fait déjà, mais bien sûr, il y a encore beaucoup de projets. Faisons-le surtout ensemble, puisque la diversité, c'est comme la politique, tout le monde peut en faire. C'est pas l'affaire que des ministres. C'est à nous tous de prendre notre part, chacun d'entre nous. Et j'ai peut-être vu trop de films au cinéma, Seul contre tous et compagnie, mais je crois beaucoup au combat des loups solitaires. Et ceux qui sont présents, ce sont des loups solitaires. On se bat en interne, on infiltre, on fait de l'activisme en étant très optimiste, je le répète, parce que la culture, c'est un accélérateur d'espoir. On est là aussi pour inspirer, pour donner de l'espoir, pas que pour critiquer. J'espère qu'on a donné aujourd'hui suffisamment d'idées, de pistes et de solutions, mais on est là surtout pour dire que changer le monde, c'est possible, et le monde a déjà bien changé. Et c'est maintenant que jamais, parce que dans 3 ans, il y aura peut-être quelqu'un, présidente de la République, qui nous empêchera de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Merci beaucoup, Isabelle. Bon, 10 secondes. Une mesure très j'avais 2 micros. Non, mais une mesure très concrète qui a été annoncée en complément sur l'industrie culturelle et les imaginaires. Là, on annonce qu'on investit 450 millions d'euros dans un plan qui s'appelle Banlieue 2030. Le nom peut paraître totalement nul, mais il y a de l'argent pour soutenir des initiatives, mais pas uniquement des startups. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut qu'une partie de l'argent aille dans le soutien financier pour permettre à des entreprises de l'industrie culturelle, issues de gens qui ont connu, qui connaissent d'autres récits, quels que soient ces récits, de devenir des entreprises importantes et d'exister. Moi, je rêverais que JP Zadig et sa boîte de prod deviennent une majeure de la production cinématographique avec des soutiens pour justement produire des récits. Parce qu'il faut aussi être derrière, être producteur et décisionnaire. Et ça, c'est des sujets qu'on va faire passer, que cet argent aussi aille, bien entendu, dans le bâtiment, dans l'industrie, dans la technologie, mais aussi dans l'industrie culturelle, de gens qui sont issus de ces quartiers et qui sont à la tête de boîte et qui ont besoin d'argent. Voilà. Donc, je fais passer le message au ministère de l'économie parce que les fonds sont là. Bruno Le Maire, il est derrière la porte, vous pouvez lui dire, il entend tout ce que vous dites justement. Merci à tous les 4. Pour résumer brièvement, on n'a plus le temps, on aurait aimé en parler encore un peu plus longtemps justement de cette thématique qui m'est chère aussi. Donc pour résumer, il faut faire de l'activisme, du placement de causes plutôt que du placement de produits, faire de la politique en somme, pourquoi pas des quotas, ce que vous évoquiez justement tout à l'heure Isabelle Giordano, réfléchir peut-être aussi à des avantages fiscaux, on va taper à la porte de Bruno Le Maire, on va lui demander s'il est d'accord avec ça, revoir aussi les organigrammes, les conseils d'administration, pour vous c'est fondamental, Catherine Jean-Joseph Santuc, et donc peut-être aussi voir émerger un jour une grosse boîte de prod, une major qui pousse ses récits et ses personnages, tout ça pour qu'on célèbre nos talents, comme vous disiez tout à l'heure Isabelle Giordano. Merci à tous les 4, on peut les applaudir d'avoir été ici au ministère de l'économie. On a une dernière vidéo de Caroline Errand. Bonjour à tous. J'aurais beaucoup aimé être parmi vous aujourd'hui, mais malheureusement, je ne pouvais pas et merci de m'offrir l'opportunité via cette vidéo de pouvoir le faire. Je suis Caroline Hélène-Errand, directrice générale du CNIEL, l'interprofession laitière, qui regroupe l'ensemble des acteurs économiques de la filière laitière, des producteurs de lait, aux coopératives laitières, aux industriels privés et aux acteurs du commerce, de la distribution et de la restauration. C'est en gros un peu plus de 300 000 emplois en France. Et comme beaucoup d'autres filières qui vont témoigner ou d'autres entreprises qui vont témoigner aujourd'hui, nous sommes confrontés à des enjeux majeurs de recrutement, à des enjeux majeurs d'attractivité de notre filière. Et pour nous, l'inclusion économique nous semble une solution majeure pour accompagner nos acteurs, accompagner notre filière pour répondre à ce défi. Quels sont les atouts que nous avons à mettre en avant? On en a plein. Le premier, je pense, c'est le lien avec l'alimentation et avec le territoire. Une filière comme la nôtre produit du lait, transforme du lait en produit laitier et le commercialise pour fournir des produits au cœur de notre alimentation du quotidien. Et nos emplois, je ne vais pas vous citer beaucoup de chiffres, mais 85% des emplois de la filière sont dans des communes de moins de 15 000 habitants. Donc c'est un enjeu majeur de proximité des territoires, de pouvoir accueillir des nouveaux talents et dans des métiers qui sont à la fois ancestraux, au cœur de la ruralité, au plus près des sols, au plus près des animaux, au plus près de la fabrication de produits. Et c'est aussi des métiers qui sont à des niveaux de technicité et de technologie que bien souvent on ne connaît pas. De la robotisation, de la mécanisation, de la conduite de matériel par GPS ou techniquement assisté, l'alimentation des animaux très automatisée, des métiers très techniques, une sécurité sanitaire
très pointues. Et tout ça pour offrir le meilleur du lait, le meilleur des produits laitiers. Donc c'est pour nous essentiel aujourd'hui de témoigner parmi vous et d'être présent parce que accueillir de nouveaux talents, accueillir de nouveaux métiers, à la fois dans les écoles d'enseignement spécialisé, ça peut être les lycées agricoles, les écoles de laiterie, les écoles qui forment des acteurs de la restauration et de la distribution. C'est aussi important de faire connaître ces métiers au-delà de cercles familiaux qui étaient plutôt habituels ou de cercles d'amis que l'on avait plutôt l'habitude de côtoyer pour assurer le renouvellement des métiers. Et donc pouvoir à la fois mettre en lumière tous ces métiers, de pouvoir mieux les expliciter, mieux les faire connaître et puis que des jeunes qui sont peut-être loin de ces métiers osent candidater, osent venir voir ce qu'est une ferme laitière, osent venir voir ce qu'est une usine de transformation, osent venir voir ce qu'est un acteur de la restauration collective, de la distribution ou un crémier fromager pour peut-être oser candidater et que les acteurs de la filière osent les recruter. En tout cas, voilà le message que je voulais apporter et surtout pouvoir vous dire que réconcilier le rural, l'urbain, réconcilier la nature, la technicité, réconcilier des métiers méconnus avec des jeunes qui ne les connaissent pas forcément. C'est pour nous notre ambition pour continuer à fournir aux consommateurs de l'aliment au cœur du quotidien et finalement des métiers pour les jeunes qui ont du sens. Et il me reste à vous souhaiter un excellent sommet et ensemble soyons tous mobilisés pour l'inclusion de nouveaux talents. On va faire très court parce que visiblement il y a une autre session qui démarre à côté. Simplement pour vous parler de stage de troisième d'une part et de mentorat ensuite avec Erika. Vous dire que le stage de troisième c'est tout simplement essentiel dans la mesure où c'est la toute première marche de l'inclusion économique dont on parle depuis ce matin. C'est un moment charnière. Alors peut-être que parmi vous, il y a, j'espère pas, mais encore des gens qui pensent que le stage de troisième, c'est un stage un peu poussiéreux, café, photocopie. J'espère que vous serez convaincus du contraire en sortant d'ici. Le stage de troisième, c'est tout simplement la première inégalité des chances dans le parcours vers l'emploi pour les élèves. En particulier, là je vous parle bien sûr des élèves issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des élèves qui sont scolarisés en collège REP et REP+. Vous le savez probablement, peut-être que vous l'avez vu autour de vous, qui trouve un stage de troisième, ce sont les parents, ce ne sont pas les élèves, ils sont trop petits, ils ont 14, ils ont 15 ans. Donc les parents, quand on a des parents qui sont ouvriers ou inactifs à 66% dans les collèges REP et REP+, eh bien évidemment ces parents ils n'ont pas un réseau suffisant pour aider les élèves et leur dire ok ma fille tu veux devenir astronaute, je vais te trouver un contact, pas de problème, tu veux devenir journaliste, je vais te trouver un contact, non. Donc c'est pour ça que Viens voir mon taf, on est là justement pour leur apporter ce réseau dont les parents ne disposent pas forcément. Et c'est un moment vraiment très important parce que d'une part, vous le savez peut-être, mais le stage de troisième compte pour la note du brevet. C'est un vrai objet scolaire. Ensuite, à la fin de la troisième, il y a un moment, une étape d'orientation qui est très décisive. Et si les élèves ne sont pas accompagnés, en l'occurrence, en particulier les élèves sans réseau, à la fin de la troisième, ils vont avoir une orientation subie et non choisie, ce qui est dramatique pour le reste de leur scolarité et de leur vie professionnelle. Je vous donne juste un petit exemple des élèves qu'on a rencontrés il y a quelques mois dans un collège qui est partenaire à Noisiel en Seine-et-Marne. 2 élèves qui avaient passé des dizaines, littéralement des dizaines de coups de fil parce que ce qu'ils rêvaient de découvrir comme milieu professionnel, c'était le luxe. Donc vous imaginez un gamin de 14-15 ans qui appelle chez Hermès, Boucheron, etc. Voilà, évidemment le stage a décroché, ça marche pas comme ça. Donc il y en a qui peuvent avoir un peu de chance, mais c'est très rare. Il se trouve que à Viens voir mon taf, on avait 2 stages dans la boutique Hermès de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Et ces élèves, on est allé les voir en disant « Ok, tu as tout essayé, c'est super, tu as bien essayé, c'est génial. Maintenant, on va t'apporter un petit marchepied. Et est-ce que ça t'intéresse d'aller découvrir le magasin Hermès ?» Bien sûr, ça les intéressait, ils étaient ravis. Et ce qui est très frappant, c'est qu'un élève qui était littéralement prostré en classe au collège, un élève pas forcément scolaire, un élève qui était pas dans son élément au collège, s'est littéralement révélé en ayant
ayant la chance justement de découvrir, grâce à ce nouveau réseau qu'on lui apportait, un autre univers. Là, ses professeurs sont venus le voir en stage. Au bout de 4 jours de stage, il leur a fait tout l'historique du magasin avec les dates, tous les détails, alors que en histoire, c'est pas ce qu'il passionne, les dates, c'est vraiment pas son truc. Voilà, chacun son truc. Lui, c'était pas son truc. En revanche, le commerce, ça l'a passionné. Découvrir tous ces produits, certains artisanats d'exception, ça l'a passionné. Donc ça, c'est un exemple, voilà, pour vous dire que des élèves qui ont plein d'envie, plein d'ambition, à qui il manque juste le réseau, eh bien, faut pas hésiter, si c'est votre cas, si vous pouvez, si vous avez envie d'accueillir et de donner la chance et un peu de votre réseau à ces élèves, à déposer une offre sur viensvoirmontaf.fr, voilà, et vous pouvez changer littéralement le parcours d'un ou d'une élève. Je passe la parole à Erika Cogne, déléguée générale de Télémac, pour vous parler d'un autre, la brique d'après, très importante également, le mentorat. Bravo. Voilà. Donc ensuite, on va tous basculer sur la session de clôture de ce merveilleux sommet. Le mentorat, qui connaît dans la salle? Bon, on a comment? Bon, ça va, alors je prêche des convaincus. Comme on dit, juste pour rappel, on a créé 7 associations, dont Télémac, une politique publique, un jeune, un mentor, qui vise à accompagner 200 000 jeunes. Pourquoi je viens vous parler? C'est parce qu'effectivement, on a besoin de mentors d'entreprise et de mentors de la fonction publique qui rencontrent les jeunes de quartier ou de zones rurales une fois par mois. Et suivant les associations, c'est de 6 mois à 6 ans, voire même toute la vie. Moi, je me souviens de ma première filleule Télémac. Moi, je suis toujours en lien avec elle. Parfois, c'est vraiment des aventures qui restent toute la vie. Et quand j'ai lancé le plan avec le président de la République il y a 2 ans, le plan Un jeune, un mentor, effectivement, je lui disais que c'était vraiment, selon moi, l'incarnation de la valeur de fraternité de notre République française. Aujourd'hui, concernant Télémac, on va renforcer nos actions dans les DROMCOM, ça a été dit tout à l'heure. Et puis, au niveau national, c'est à peu près 250 000 jeunes qu'on va accompagner l'année prochaine. Alors, il y a l'impulsion des entreprises actuelles, de l'État, mais on a vraiment besoin de toutes les entreprises de toute taille. Ne serait-ce que chez Télémac, c'est 65% de TPE, PME, ETI, de mentors dans la fonction publique. Donc voilà, on a vraiment besoin de vous, si vous êtes convaincus, pour relayer le message. Donc Télémac pour, entre guillemets, mon projet, et sinon plus globalement, Un jeune, un mentor, où les jeunes peuvent s'inscrire et les mentors directement. Voilà, ça vaut pour la voie générale et pour la voie professionnelle. On a besoin de mentors bénévoles qui rencontrent les jeunes une fois par mois. Voilà pour nous, et puis à tout de suite, où je suis aussi attendue de l'autre côté. Donc voilà, et si vous avez des questions, Louise de mon équipe est là. Voilà. Merci beaucoup.